Un voilier, une planète, des étoiles et des maths, c'est le chapitre 9. Dans ce chapitre, on va voir une nouvelle méthode pour exploiter les cercles de hauteur. Dans le chapitre 8, on a expliqué ce que ce sont que les cercles de hauteur, et on a donné une méthode d'exploitation qui s'appelle la méthode des droites de hauteur. Cette méthode des droites de hauteur a quelques inconvénients. Déjà, le nombre de calculs préalables est important, les opérations de tracé sont délicates, et donc on multiplie le risque d'erreur. Et puis, autre inconvénient plus fondamental, c'est que par exemple pour calculer la hauteur estimée qui nous permettra de calculer l'intercept et puis l'azimut, eh bien on s'appuie sur le calcul de l'angle horaire, et l'angle horaire s'appuie sur le calcul de la longitude estimée. Et donc plus la position estimée s'écarte de la position réelle, plus le résultat devient approximatif. Je vous propose donc une autre méthode d'exploitation des cercles de hauteur. Ça consiste à les tracer, à venir chercher les points d'intersection de ces cercles, et la position estimée de l'observateur n'a plus qu'un seul rôle, c'est de déterminer le point d'intersection qui est le plus proche, et donc la position réelle du bateau. Donc voici un bateau qui est sur un cercle de hauteur, et tous les observateurs sur ce cercle de hauteur vont voir l'astre avec la même hauteur h. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet angle qui se trouve là, qui s'appelle la distance angulaire entre le pied de l'astre et l'observateur. Cet angle, on le retrouve aussi ici, et là j'ai un angle droit qui se trouve là, qui permet de voir que h plus sigma est égal à pi sur 2. Donc si je veux connaître la distance angulaire ici, c'est tout simplement pi sur 2 moins h. Si je suis en radian, si je préfère travailler en degrés, bien sûr, c'est 90 degrés moins h. Donc la distance angulaire entre le pied de l'astre et l'observateur, c'est pi sur 2 moins h. Mais il existe une autre méthode pour calculer cette distance angulaire, c'est tout simplement la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées. Celle du bateau, sa longitude et sa latitude, et pour celle de l'astre, sa déclinaison, et ici ce qui s'apparente à sa longitude. On en parlera un petit peu après. Et bien quand on connaît les coordonnées de deux points à la surface d'une sphère, on est capable de déterminer leur distance angulaire. Et voilà l'expression qui donne cette distance angulaire. Alors c'est quoi cette histoire de lambda moins k? On a représenté ici un petit schéma qui nous permet de retrouver ici quelque chose qu'on connaît bien, qui est l'angle horaire. L'angle horaire c'est lambda moins k, donc voilà comment on pourrait exprimer notre formule. D'où ça vient, comment on peut la retrouver? Eh bien, il faut s'appuyer sur ce qu'on a vu dans le chapitre 1, sur la relation fondamentale de la trigonométrie sphérique. On a ici un triangle sphérique, avec les angles sommets, les angles internes, et si on applique ça sur notre astre et sur notre bateau, ici, c'est cet angle-là, eh bien, c'est justement la distance angulaire entre l'astre et le bateau. Ici, c'est le pôle Nord. Cet angle au sommet qui se trouve là, c'est l'angle horaire. Et ici, on retrouve des angles qui sont pi sur 2 moins delta. Alors pourquoi pi sur 2 moins delta? Parce que là, on a l'angle droit. Ici, on a la déclinaison. Donc cet angle, c'est bien pi sur 2 moins delta. Alors qu'ici, c'est l'angle pi sur 2 moins phi. Et c'est bien un angle qui est supérieur à pi sur 2, parce que ici, on est sur une latitude sud, donc phi est négatif. Donc pi sur 2 moins phi est bien supérieur à pi sur 2. Alors dans la formule fondamentale, on va remplacer C, A, B, etc. par les valeurs qu'on a ici. Or, cosinus pi sur 2 moins delta, c'est sinus delta. Sinus pi sur 2 moins delta, c'est cosinus delta. Et ça nous permet de retrouver la formule qu'on a donnée tout à l'heure. Donc lorsqu'on se situe sur ce cercle de hauteur, on a la distance angulaire qui vaut à la fois pi sur 2 moins h, et qui vaut cette expression. On a donc égalité entre ces deux expressions. On aurait pu choisir d'exprimer ça de façon un petit peu différente, et plutôt que de s'intéresser à pi sur 2 moins h, on aurait pu s'intéresser à h, et retrouver une expression qu'on a déjà utilisée dans les chapitres précédents, qui nous donne la valeur de h connaissant la latitude, la déclinaison et l'angle horaire. On va rester sur cette expression,
Et finalement, eh bien, les positions qui sont inscrites dans le cercle de hauteur et qui ont donc des coordonnées lambda et phi, ces coordonnées sont telles, eh bien, que on a cette égalité. Alors bien sûr, si on a deux astres, on peut décliner ça pour le premier astre, on peut décliner ça pour le second astre, et finalement, les points qui appartiennent à l'intersection entre ces deux cercles de hauteur satisfont à ces deux égalités. Peut-être est-ce que vous avez remarqué que dans les deux cas, on utilise l'angle horaire. Et on avait dit tout à l'heure, c'est embêtant parce que l'angle horaire est défini à partir de la longitude estimée. C'est pas du tout le cas ici. Ici, la longitude estimée ne sert à rien à part identifier le point d'intersection des cercles de hauteur le plus proche. Ici, ce qui rentre en jeu, c'est bien la longitude et la latitude réelle de la position qui a été testée. Alors, quelles sont les données dont le programme a besoin pour fonctionner? Bien sûr, il faut les coordonnées de la position estimée de l'observateur, et pour chacune des observations, il faut la hauteur relevée, évidemment après avoir fait les corrections nécessaires, la déclinaison de l'astre, et la longitude du pied de l'astre, cette longitude qui nous permettra de calculer l'angle horaire en prenant la longitude testée moins la longitude du pied de l'astre. Alors comment calculer cette longitude du pied de l'astre? Ça dépend du type d'astre observé, ça dépend des éphémérides utilisées. Ça peut sembler compliqué, par exemple ici si on regarde une observation d'une étoile pour laquelle on connaît l'ascension droite, pour lequel on a le GST, le temps sidéral à Greenwich, plus sa variation liée à l'heure, à la date, eh bien on voit qu'ici la longitude de l'astre c'est alpha moins GST plus delta H. Ici, c'est par exemple bien une observation qu'on a faite avec du soleil, avec des éphémérides nautiques. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle le AHV0, c'est l'angle horaire à Greenwich à 0 heure, plus la variation horaire. Et on voit qu'ici, cet angle horaire est orienté vers la gauche. Ici, la longitude se mesure vers la droite. Donc ici, la longitude de l'astre, c'est moins AHV0 plus delta H. Je suis d'accord, ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est des choses que vous savez déjà faire si vous avez regardé les chapitres précédents. Alors vous savez déjà, si vous avez suivi les chapitres précédents, calculer les angles horaires dans chacune de ces situations. Mais puisque l'angle horaire c'est lambda moins k, pour retrouver k, eh bien il suffit de prendre la longitude et de soustraire l'angle horaire. Et donc on retrouve les expressions de k finalement assez facilement. Comment fonctionne ce programme? Tout d'abord, il va ouvrir un formulaire qui va nous permettre de donner les informations sur la position estimée et sur les deux observations. Ensuite, il va construire un canevas qui va être centré sur la position estimée et en arrière-plan, il va positionner une carte. Voilà la carte qu'il va positionner. Vous pouvez remarquer que les graduations sont extrêmement simplistes. C'est un quadrillage tout simple qui va nous permettre de représenter les latitudes et les longitudes. Et donc, il y a d'énormes déformations sur la carte, et donc il y aura d'énormes déformations sur les cercles de hauteur. Il ne faudra pas s'attendre à obtenir des cercles parfaits. Deuxième étape, le programme va tester degré par degré toutes les positions possibles, donc tous les couples longitude-latitude, et pour chacun de ces couples, on va mesurer la distance de cette position à l'astre, et on va comparer cette distance à π sur 2 moins h. Pour les écarts qui vont être faibles, on va pouvoir considérer que cette position appartient au cercle de hauteur et on va la reporter sur le canevas. Alors du point de vue algorithmique, forcément c'est un petit peu long, c'est pour ça que dans l'application on vous demande de patienter. C'est surtout en fait la représentation des cercles de hauteur qui va prendre un petit peu de temps. On aurait pu s'en passer, mais c'est finalement quand même assez sympathique de les voir apparaître. Dans la boîte à outils à cette adresse, vous pourrez ouvrir une application qui s'appelle Trace cercle de hauteur sans S, qui va vous permettre de construire un cercle de hauteur à partir de la longitude de l'astre, à partir de la latitude de l'astre, donc sa déclinaison, et à partir de la hauteur. Et donc on va obtenir des cercles, ici c'est un cercle qui est presque parfait, mais selon les données, on va obtenir des cercles de hauteur qui peuvent avoir des formes complètement différentes. Dans la majorité des cas, on obtiendra des patatoïdes
de cette allure-là. Alors évidemment, le programme, il fait ça pour le premier astre, mais évidemment pour le deuxième aussi. Encore une fois, tout ça c'est secondaire, c'est juste pour le fun, pour voir les courbes apparaître. Mais pour la résolution du problème, ça n'a aucun intérêt. Alors comment est résolu le problème? Eh bien c'est très simple, au fur et à mesure qu'on fait tout ce travail, eh bien on va enregistrer le point qui présente les plus faibles écarts pour les deux astres, et en même temps qui est le plus proche de la position estimée. Et ce point va donner les coordonnées de l'intersection qui nous intéresse. Mais ces coordonnées sont données au degré près. Donc il y a une dernière étape. Autour de ces coordonnées, on va comparer les écarts, cette fois-ci minute d'angle par minute d'angle, jusqu'à obtenir la longitude et la latitude du point d'intersection. Et donc voilà le résultat de notre petite application, les deux cercles de hauteur, les deux points d'intersection, le point d'intersection le plus proche de la position estimée de l'observateur, et on a ici une précision à la minute d'angle près. Est-ce que ça fonctionne? Ben, ça a l'air de fonctionner, parce que si on prend les mêmes paramètres et qu'on construit le point d'intersection avec la méthode des droites de hauteur, on obtient des résultats qui sont tout à fait cohérents en latitude, en longitude, avec le résultat précédent. Ce programme écrit en Visual Basic sur Excel, vous pourrez le retrouver dans la boîte à outils à cette adresse. Dans la boîte à outils, vous trouverez le programme, il s'appelle Trace Intersection Cercle de hauteur. Vous n'oubliez pas d'activer les macros pour le faire fonctionner. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt